bonjour à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre nouveau magazine culture et société. Ce soir, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec François-Régis Gaudry et promis, on va déguster, il nous fera partager sa passion pour la gastronomie. On parlera de son dernier livre, Let's Eat France, l'inventaire mordant du cornichon au menu de l'Élysée. Tous critiques, métamorphose du jugement gastronomique, réponse avec Antoine Gerbel. Enfin, Daniel Squeri, où le gaspillage s'expose. Ce sera avec Marie-Jo Arrigui-Landine. Bonsoir François-Régis, bienvenue au rendez-vous. Alors François-Régis, comment c'est un rendez-vous, une table haute, esprit comptoir, ça vous convient? Très bien. Parce que finalement, vous êtes tout le temps à table. Un peu trop souvent, oui. Radio, resto, bureau. Alors François-Régis Gaudry, vous êtes journaliste, vous êtes critique gastronomique. On va faire un petit point sur votre actu. Les dossiers dans le journal L'Express, l'émission très très bon sur Paris Première. On va déguster le dimanche sur France Inter, l'émission qui sort les crocs et passe au grill l'actualité gastronomique. La première saison, c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Comment s'annonce la nouvelle saison ? Elle s'annonce très bien parce que c'est devenu au fil des saisons un rendez-vous très populaire. On est écouté dans toute la France, également pas mal en Corse. C'est d'ailleurs un sujet qu'on aborde assez souvent. On est dans un esprit de bande avec des chroniqueurs, on débouche des bouteilles, on mange pour de vrai, on invite des chefs qui cuisinent en direct. Donc on a instauré une forme de convivialité radiophonique qui marche bien et qui fait que ça devient un rendez-vous gourmand du week-end intéressant. Qui donne envie. Qui donne envie, de se mettre à table, justement. Alors, mi-octobre, va sortir en grande pompe aux États-Unis Let's Eat France, l'inventaire mordant du cornichon au menu de l'Élysée. Vous êtes un petit peu le porte-drapeau de la gastronomie française. Je ne sais pas s'il faut que je me considère comme ça, mais en tous les cas, c'est vrai qu'après avoir connu pas mal de succès, le livre On va déguster la France, qui est une espèce d'inventaire du patrimoine gastronomique français, où la Corse a d'ailleurs une place très importante. Ce livre a séduit par son graphisme, son approche assez ludique, un éditeur américain qui en a racheté les droits et qui effectivement le publie le 11 octobre prochain. Et je pars aux États-Unis pour faire ce qu'ils appellent là-bas un book tour, c'est-à-dire dans plusieurs villes, de Boston à Los Angeles, en passant par Washington, Chicago, New York. On va aller effectivement présenter le livre, qui reçoit déjà un très bel accueil critique là-bas, même s'il n'est pas encore sorti. Alors, on va déguster la France, même principe qu'on va déguster tout court, c'est une bande de copains qui donnent leurs recettes, leur point de vue sur la gastronomie. Oui, c'est en fait un ouvrage collectif et je crois que c'est la force de ce livre, c'est précisément d'avoir fédéré des expertises de tous horizons. Il y a des artisans de bouche, des chefs, des pâtissiers, des historiens, des experts en tout genre qui ont mis leur grain de sel dans le livre. Et ça donne effectivement un livre qui, du coup, est très transversal, très éclectique, qui porte en fait un regard très large et très panoramique sur le patrimoine gastronomique français, en considérant que la gastronomie, ce n'est pas que des recettes, évidemment, ce n'est pas que des gestes, des techniques, des ingrédients, des proportions. C'est aussi évidemment de la culture à part entière. 1250 spécialités culinaires, 375 recettes, et vous l'avez dit, la part belle qui est faite à la cuisine corse. Pourquoi cet attachement à la Corse ? J'ai évidemment une affection toute particulière pour la cuisine corse parce que c'est avec elle que j'ai grandi, ma mère étant d'origine bastiaise, j'ai une grande partie de ma famille qui vit encore sur l'île, je viens en Corse très régulièrement. D'abord pour des raisons évidemment familiales. Ma femme est aussi amoureuse de la Corse et elle a un papa qui a une maison en Corse depuis une quarantaine d'années. Donc tout ça fait qu'on a des racines profondément profondes en Corse. Pour des raisons familiales et pour des raisons privées, mais également pour des raisons professionnelles. C'est vrai que j'observe de très près ce qui se passe en Corse parce que c'est un des laboratoires de ce qui se fait de très intéressant dans la transition agricole, écologique et alimentaire. Il y a un renouveau, un souffle très intéressant dans le terroir corse à travers des artisans, des vignerons, des paysans qui sont vraiment militants, engagés. Et en tant que journaliste gastronomique, c'est évidemment une terre un peu spéciale pour moi. Terroir, évidemment, produit d'exception également, mais est-ce qu'on peut parler de gastronomie en matière de cuisine corse ? Est-ce qu'elle a suffisamment d'antériorité ?
Bien sûr, évidemment. Et la gastronomie, c'est un mot qui peut être un peu ambigu, mais qui ne désigne pas forcément une cuisine d'élite. La gastronomie, pour moi, si on prend l'étymologie grecque, c'est en fait le discours sur ce que l'on mange. Et le discours sur ce que l'on mange, il existe en Corse au moins autant qu'ailleurs, si ce n'est plus, parce qu'on a toujours attaché sur cette île une importance vraiment très particulière au plaisir de table, à la nourriture. Il y a cette convivialité méditerranéenne qu'on retrouve évidemment dans d'autres îles de la Grande Bleue, mais en Corse, on a chevillé au corps et à l'estomac l'importance de la table, non seulement sociologiquement, mais également en termes d'alimentation. Et le terroir corse est un terroir extrêmement complet, où vous avez à la fois des céréales, de l'élevage, des traditions laitières, des traditions maraîchères, un vignoble tout à fait extraordinaire, avec ses typicités, avec ses différents climats. Et tout cela fait que cette gastronomie à la fois de mer et de montagne est tout à fait intéressante à explorer et à donner évidemment un patrimoine et des recettes passionnantes. Question piège. Si vous deviez choisir une recette, ce serait laquelle ? Oh, incontestablement la soupe corse de ma grand-mère de Bastia. Elle s'appelait Mamita. Elle faisait une soupe qui est forcément la meilleure de Corse, hein, en toute objectivité. Évidemment. Cette fameuse soupe paysanne, extrêmement roborative, très épaisse, avec des légumes, des haricots secs et parfois en saison des haricots frais, des morceaux de pâte, elle mettait également. Et elle avait 2 critères de qualité, elle en avait même 3. Elle avait la qualité de l'eau, évidemment, ce qui faisait que quand j'ai grandi à Lyon, elle venait nous voir pendant les vacances à Lyon, elle considérait qu'elle ne réussissait pas la même soupe et elle disait que c'était à cause de l'eau, évidemment, puisqu'en Corse, elle utilisait une autre source. Il y a également la qualité du lard, parce qu'elle faisait rancir son lard pendant plusieurs mois dans son frigo, et ça apportait un goût tout à fait particulier que j'ai jamais vraiment retrouvé depuis dans une soupe corse. Et elle avait un autre critère, là, c'était par rapport à la cuisson, c'était l'idée que la pomme de terre qui était coupée en cubes un peu épais devait cuire à gros bouillon et devait s'éroder. Il devait y avoir comme ça une érosion à la cuisson et devait devenir une espèce de galet. Voilà. Et du coup, on avait cette pomme de terre qui avait un peu lâché son amidon. Et ça donnait vraiment une soupe extraordinaire que je garde en mémoire. On la retrouve dans votre livre, oui, cette recette. Bien entendu. On retrouve la recette de ma grand-mère. Alors, à partir du 1er juillet 2021, le doggy bag sera obligatoire. François Régis, c'est une réforme qui a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous êtes pour ou contre le doggy bag ? Je suis évidemment pour. Et je m'étonne d'ailleurs qu'on attende aussi longtemps pour instaurer ce genre de pratique, que d'autres pays, évidemment, déjà mis en place, même depuis très longtemps. Le gaspillage alimentaire, c'est une question que tout le monde doit se poser et que l'on doit se poser au quotidien lorsqu'on est dans une cuisine, à la fois par rapport aux emballages, mais par rapport au nombre de produits qui patientent un peu trop dans le frigo et qu'on finit par jeter. Quand vous pensez que nous sommes plusieurs milliards sur Terre, on produit quand même l'équivalent de la nourriture pour 13 milliards de personnes, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié de ce que l'on produit dans le monde finit tout simplement à la poubelle. Ça, c'est inadmissible. C'est bien entendu inacceptable et c'est surtout une question sur laquelle tout un chacun peut agir au quotidien. Alors vous avez fait justement une rencontre qui vous a marqué, l'un des plus grands chefs au monde, Massimo Bottura, et lui, il a mis en place une initiative justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui, Massimo Bottura est un chef 3 étoiles au guide Michelin à Modène, en Émilie-Romagne. Il fait une cuisine magnifique, c'est un chef que je connais bien et j'ai visité plusieurs fois son restaurant dans cette merveilleuse région d'Italie. Et Massimo Bottura, qui est un garçon plein d'inspiration et d'énergie, s'est précisément dit à un moment donné, stop, il faut faire quelque chose. Évidemment, nous, on est dans une gastronomie d'élite. On pratique des menus à plusieurs centaines d'euros, mais il serait peut-être temps de penser aussi aux gens démunis qui n'ont pas forcément les moyens de manger correctement au quotidien. Et il a initié, à l'occasion de l'Expo de Milan il y a 2 ans, un premier réfectorio, qui est en fait un réfectoire, qu'il a conçu avec à la fois des chefs, mais également des designers de Milan, etc. Donc un lieu tout à fait jovial où il accueillait des gens démunis ou des gens dans une certaine précarité et auxquels il offrait des menus conçus uniquement à partir de produits de récupération. Il a mis en place tout un système en utilisant les invendus de certaines grandes surfaces, en appelant
en construisant tout un réseau de solidarité. Et cette expérience a tellement bien marché à Milan, en fait, qu'elle a fait des petits un peu partout dans le monde. Et dernièrement, à Paris, sous l'église de la Madeleine, dans la crypte de l'église de la Madeleine, dans le 9e arrondissement de Paris, juste à côté des Champs-Élysées, il y a des gens qui ont très peu de moyens et qui ont l'occasion, tous les soirs, d'avoir un excellent menu servi gratuitement par des chefs qui tournent tous les soirs. Et une très belle initiative qu'on ne peut que saluer. Exactement, ça donne beaucoup d'espoir. François-Régis Manger est essentiel, la cuisine fédère et les médias aussi alimentent cet engouement pour la gastronomie. Alors ce phénomène lié aux réseaux sociaux s'est mis en place et on a observé une sorte de métamorphose du jugement gastronomique. Tous critiques. Je vous propose d'en parler avec Antoine Gerbel qui nous attend de l'autre côté du plateau. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Je ne vous demande pas si vous vous connaissez. On se connaît bien. Un petit peu. Alors Antoine Gerbel, vous officiez ensemble dans l'émission On va déguster, qui est donc animée par François-Régis. Vous êtes journaliste expert en vin. Vous avez même contribué au livre Let's Eat France, enfin la version française On va déguster la France. Et il est même dans la version anglaise, absolument. Même dans la version anglaise. Sur le champagne. Alors messieurs, sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de réservation, chacun y va de son commentaire, de sa photo, de son hashtag, même de sa notation. Serions-nous tous devenus critiques gastronomiques ? Il est vrai que le jugement gastronomique a beaucoup évolué. Au départ, c'était un peu l'apanage de quelques experts. Donc vous oui, j'en fais partie, mais il y en a d'autres, des critiques gastronomiques. Une histoire de la critique. Voilà, c'est et ça, des gens qui étaient vraiment attachés à des médias, à la radio, à la télévision. Et puis les réseaux sociaux ont complètement fait exploser cette espèce on va dire, d'individualisme qui fait qu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux, je pense spontanément au compte Instagram qui est très très visuel, où les gens postent les plats qu'ils sont en train de manger, postent le portrait du chef qu'ils sont en train de fréquenter, etc. Et c'est vrai que du coup, tout le monde revendique en fait le droit de juger les restaurants qu'ils fréquentent, de juger les ingrédients qu'ils consomment. Et ça donne un paysage tout à fait intéressant dans lequel on peut puiser énormément d'informations. Et en même temps, il faut se méfier parfois un peu de la part superficielle du phénomène. Moi, je pense qu'il faut distinguer les sites de réservation, où là, les gens écrivent, et c'est du ressenti. Moi, je suis assez étonné que, globalement, je trouve que c'est relativement sincère, même s'il y a des choses qui sont des excès. Mais je trouve ça bien, moi, je pense qu'on est restaurateur, d'avoir un retour, en écartant, on va dire, les 20% d'excès, et d'avoir un retour. Par contre, l'image, c'est autre chose. Ce qui est nouveau avec Instagram, c'est la place que l'on met sur le visuel des plats, sur aussi la starification des chefs. On les montre en photo à côté comme une star de rock. C'est très récent qu'on ait des stars de la cuisine à ce niveau-là. Et ça, les réseaux sociaux, ça booste cet effet-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ça, je ne sais pas. On mange avec les yeux ? Oui, on mange avec les yeux. Le petit risque dans l'histoire, c'est qu'effectivement, on a tendance à s'attacher uniquement à la dimension visuelle. J'aurais presque envie d'employer un gros mot pornographique. Oui. On parle de porn food. De porn food, d'ailleurs, ouais. La dimension presque érotisante, en fait, des photos de plats que l'on voit défiler sur les réseaux sociaux. On vous appelle. Oh là là, désolé, je pensais l'avoir éteint. C'est pas grave. Attendez, je suis désolé. Excusez-moi. Alors, attendez, pour un homme de radio et de télé, c'est ça. Non, mais en plus, comme ça. Vous aurez un gage. Je suis désolé. Vous allez devoir répondre aux questions. Alors, est-ce que ça témoigne quand même d'une sorte d'engouement quasi universel pour la cuisine, cette passion ? Incontestablement. Ouais. On le voit. D'ailleurs, les hashtags, c'est-à-dire entre guillemets les mots-clés qui concernent la gastronomie, porn food, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans une étude qui a été faite, on se rend compte que ce sont les premiers utilisés. C'est-à-dire que la gastronomie est désormais un sujet obsessionnel qui est vraiment le premier sujet très concernant pour les gens qui pratiquent les réseaux sociaux. Oui. Donc ça, c'est déjà un signe de cette espèce d'hystérie qui s'est emparée du monde entier autour de la gastronomie. La gastronomie, désormais, c'est plus seulement une source de plaisir, c'est aussi un moyen de s'inventer, de se fabriquer un statut social. Peut-être qu'il y a une quinzaine d'années, on s'intéressait à la marque de la veste que l'on porte ou à la marque de sa jupe ou de ses chaussures. Désormais, c'est la tomate de quel maraîcher on a mangé. C'est valable d'ailleurs aussi en Corse beaucoup, mais ça
ça peut être une bonne nouvelle pour la gastronomie si, encore une fois, ça se fait dans un but de mettre en valeur, par exemple, des artisans de bouche qui travaillent très bien ou des chefs dont la cuisine est talentueuse. Ça peut être un très bel éclairage et une très belle promotion pour les gens qui travaillent bien. Quelles sont les limites de ce système de notation populaire? Je pense que les limites, vous évoquez les questions de critique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de critiques, c'est beaucoup entre guillemets, de complaisance, c'est un effet miroir surtout, donc ça raconte un peu notre société, l'égotisme de notre société, beaucoup je crois. Après la critique et la mise en avant véritablement de nouveaux produits ou de styles chez les chefs, il n'y en a pas beaucoup, parce que simplement la critique c'est un métier. C'est-à-dire pour répondre à une question, tout le monde critique. Non, parce que, et sans imaginer que c'est un petit peuple qui veut rester entre soi, c'est que simplement c'est du travail, c'est énormément de travail. Mais on connaît des amateurs qui font d'autres métiers, je pense à Jean-Antoine, qui font d'autres métiers, qui sont passionnés par la cuisine et qui rentrent progressivement dans l'univers de la critique, qui sont suivis vraiment par exemple, les mêmes followers que François-Régis ou moi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai que le gastronome amateur, c'est un peu une nouvelle espèce. C'est plus que celui qui, de temps en temps, poste une photo de plat. C'est vraiment quelqu'un qui fait de la gastronomie sa deuxième vie et qui commence à devenir très expert. Alors là, c'est sûr que c'est des gens qu'on peut tout à fait suivre, dont on peut suivre le jugement. Après, je dirais que l'excès dans ce phénomène, c'est que faut se méfier aussi effectivement de ces 20% de gens qui auraient un peu tendance à abuser de leur pouvoir par le biais de critiques un peu assassines ou qui manifestent une mauvaise humeur, qui manquent un peu de recul et qui peuvent faire beaucoup de dégâts quant à la réputation d'un chef ou d'un restaurant. Ouais. Justement, en Allemagne, il est interdit par la loi de publier une photo d'une assiette prise dans un restaurant sans l'autorisation du chef. C'est une atteinte aux droits d'auteur. Pourquoi est-ce qu'on a été, selon vous, obligé d'en arriver là en Allemagne ? C'est pas forcément une décision qui me choque. On a l'exemple d'un chef assez connu en France qui s'appelle Alexandre Gauthier. Il a 2 étoiles au guide Michelin. Il est dans le nord de la France au restaurant La Grenouillère. Et lui, sur sa carte, il y a carrément un petit appareil photo barré. Et il engueule gentiment, on va dire, les clients qui s'aventurent à prendre en photo leur plat. Mais lui, il y voit une raison précise, c'est que dans la mesure où c'est un chef très perfectionniste, qui envoie ses plats dans un tempo extrêmement précis, il considère d'abord que ça fait perdre du temps au service, que ça rend le service un peu désordonné. Il y a certains clients qui se mettent carrément debout sur leur chaise pour prendre en photo leur plat. Oui. Et du coup, ils disent ce qui m'embête le plus dans l'histoire, c'est que non seulement ça fait retarder le service dans son ensemble, en plus ça peut être un peu de dérangement, et par ailleurs ça ne rend pas service au plat, parce que la plupart du temps la photo est moche sur les réseaux sociaux, et de surcroît le client mange froid. Donc c'est autant de raisons qui fait qu'ils préfèrent effectivement que les gens se concentrent sur leur assiette, méditent en quelque sorte leur assiette sans passer par le smartphone. Oui, savourer l'instant et le plat dans l'assiette plutôt qu'essayer de garder un souvenir, oui, valoriser. Et puis de dire immédiatement aux copains, regardez où je suis. Super. Alors, pour un professionnel, d'après vous, quel est le pire ? Une mauvaise critique sur un guide Michelin ou sur le site TripAdvisor ? Quel est le plus douloureux ? Le plus douloureux, c'est le Michelin. Quand même. On est dedans ou on n'est pas dedans. Ça change la vie complètement d'un cuisinier. Même si aujourd'hui, il y en a qui se prennent du recul par rapport au guide rouge. Après, TripAdvisor, ça peut être vraiment méchant. Enfin, ça peut être des fois... mais ça peut être juste aussi. Moi, des fois, je tombe sur... pas plus tard que cet été, je vais dans un petit restaurant un peu à la mode en Provence. Et on nous avait recommandé une pizza. Je commande une pizza avec un peu de salade fraîche dessus et j'avais du sable dans la salade. Bon, voilà. Et mon fils, pour s'amuser, regarde sur ces... Il y avait 4 critiques dans l'année de gens qui disaient qu'il y avait du sable dans la salade. Non mais je me dis, si j'avais jeté un coup d'œil, c'est un vrai souci quand même. La salade n'était pas lavée dans cet endroit. Non mais aucun critique. Non mais aucun critique ne marque ça. Et puis il y a autre chose, c'est que les critiques se spécialisent surtout dans les nouveautés, dans les grands classiques, et qu'il y a toute une restauration intermédiaire qui correspond à un peu le restaurant de tous les jours, et ces sites de réservation s'adressent à ces gens-là aussi. Et je dis encore une fois, je trouve que les gens sont assez sincères globalement. Il y a des gens retors, mais il faut lire entre les lignes. Est-ce que l'image du critique gastronomique fait toujours aussi peur ? Oui, je pense. Dans la mesure où si on a acquis une certaine influence, il est évident que
c'est un personnage qui peut être un peu craint. Et en même temps, moi, de mon côté, je fais absolument pas ce travail pour effrayer les chefs. Je fais ce travail évidemment par passion, je fais ce travail parce que j'aime avant tout et j'admire le travail des cuisiniers. Mais c'est vrai qu'après, si on veut faire son travail correctement, en toute transparence et avec impartialité, il y a des règles et une déontologie à respecter. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, c'est de payer toutes ces additions. Ça me paraît être la première condition pour avoir un avis tout à fait libre et objectif sur un restaurant. L'idée qu'on ne se sente pas obligé de renvoyer l'ascenseur à quelqu'un. Donc ça, c'est la première condition. Après, il faut être extrêmement attentif à tout, au sourire de la serveuse, à la qualité artistique des tableaux qui sont accrochés au mur, évidemment à la température, au rythme du service. Il y a toute une série de critères auxquels on est attaché et une grille de lecture qui nous permet de scanner en quelque sorte un restaurant. Mais c'est vrai que désormais, il y a certains chefs qui me reconnaissent et je sens que lorsque j'arrive au restaurant, il y a parfois une espèce de petit frémissement qui fait que les gens se disent bon, on va essayer d'être concentré, quoi. Au cinéma, vous seriez plutôt La Loup à cuisse ou Ratatouille en termes de critique? C'est marrant que vous dites ça parce que j'aime beaucoup les deux films pour des raisons différentes, mais je me sentirais peut-être un peu plus proche de Monsieur Ego dans Ratatouille. Le personnage de Funès est vraiment excellent dans Les Loups à la cuisse, mais la caricature est poussée assez loin quand même. Alors, à venir, quelque chose qui devrait beaucoup plaire à Antoine. Messieurs, je vous propose d'accueillir Marie-Jo Harry-Guilandine. Elle va nous faire découvrir le portrait d'un dessinateur et d'un artiste qui s'appelle Daniel Spoerry. Je vous en prie, prenez place. Alors, méfiez-vous, des pièges. Des pièges, il y a peut-être du sable dans ces tableaux. Les tables, en fait, sont accrochées au mur. Tout à fait. Daniel Spoerry et ses tableaux pièges qui finalement fixent un instant donné sur des tableaux. C'est un artiste suisse d'origine roumaine qui a décidé donc de fixer les reliefs d'un repas, souvent un réel repas d'ailleurs, sur une planche ou une table. Et puis ensuite, c'est exposé soit à la verticale, soit sur une planche. Il y en a une assez connue qui est sur une chaise et qui montre finalement une photographie de cet instant donné, de cette fin de repas. Mais ce qui nous intéresse dans le travail de Spoerry, c'est la nourriture justement qui est au centre de cette expérience artistique. Parce que la nourriture, évidemment, elle est liée, vous l'avez dit, à de nombreux aspects de notre imaginaire, mais elle va du statut d'élément vital nécessaire à la survie à finalement la notion de plaisir qui parfois est futile, peut-être si utile quand même. J'allais dire inutile. Non, utile. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, se plaît-on à dire. Mais force est de constater quand même que dans les sociétés un peu prospères, quand les inégalités se tassent un petit peu et que tout le monde a accès à la nourriture, bien parfois on vit pour manger. C'est pas forcément une bonne nouvelle. L'attitude que nous avons finalement avec la nourriture, c'est la même qu'avec tous les autres biens de consommation. C'est pas forcément une bonne idée, mais voilà, c'est le mot qui est lâché, c'est le mot consommation, le mot société de consommation. Et c'est vrai que on va tout de suite vers la production évidemment, mais très vite vers la surproduction pour la société en général, d'objets qui sont parfois tout à fait vains, d'objets qui sont parfois utiles. Et pour la nourriture, c'est pareil. On arrive aussi à la production de nourriture, de denrées très transformées, très bon marché parfois, très inutiles, parfois même carrément nocives. Alors dans les années 60, pendant que le pop art en Amérique s'intéressait à cette société de consommation et la dénonçait d'une certaine manière, il y avait en France les nouveaux réalistes qui s'intéressaient au même sujet d'une manière un petit peu différente. Les nouveaux réalistes, donc autour de Pierre Restany, de Yves Klein, Armand, César, Daniel Spoerry justement, Jean Tinguely et puis Niki de Saint-Phal par exemple. Et ce mouvement, il a choisi de créer à partir d'objets du réel, pas comme les ready-made de Duchamp qui sont finalement des objets manufacturés présentés en tant qu'œuvre d'art, mais plutôt avec des déchets, du rebut, des choses en trop, du gaspillage déjà. Et Daniel Spoerry disait, je vous lis pour pas trahir sa pensée, « Chaque tableau que je colle, c'est le reflet d'un nombre incroyable d'actions et de réactions voulues, irréfléchies ou hasardeuses. Ce verre sale, ce vieux réveil, ce clou rouillé, pourquoi sont-ils là? Ce qui me provoque, ce n'est pas le réalisme de l'objet, mais c'est justement sa mise en doute. » C'est intéressant, sa mise en doute. Avec ces tableaux pièges, donc, eh bien, il nous invite quand même à nous poser la question du gaspillage, puisque les restes de nourriture sont vraiment dedans et commencent à se dégrader. Enfin, commencent. C'est dans les années 60, donc on finit de se dégrader totalement, mais les tableaux sont toujours là. Et du coup, ça nous interroge aussi justement sur cette notion de denrées jetées et de gaspillage que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, est-ce que justement vous pensez, vous, parce que je sais que vous êtes sensible à ça, que l'art peut sensibiliser justement les gens sur aussi le problème du gaspillage ? Oui, certainement.
en montrant justement nos habitudes alimentaires et les excès de certaines habitudes. Quand on voit des tableaux qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle, la façon dont cette opulence, cette abondance de denrées était présente sur la table, on se pose 2-3 questions sur est-ce qu'il est encore raisonnable de manger dans de telles quantités. Donc l'art a cette fonction-là aussi, de réveiller certaines consciences dans la façon dont il représente notre table. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça ramène aussi au sujet que vous avez abordé tout à l'heure du doggy bag. C'est vrai que là, on est sur des restes qui sont là, qui ont pourri parce qu'ils ont été abandonnés. Ça nous renvoie aussi à cette nouvelle réalité qui finalement est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Merci infiniment à vous d'être venu au rendez-vous. On va rappeler, François Régis, votre livre Let's Eat France. On va retrouver également Antoine, avec vous le dimanche, le binôme sur France Inter. On va déguster. Merci Marie-Jo de m'avoir accompagnée et de nous avoir fait découvrir cet artiste. Je vous remercie évidemment de nous avoir suivis. À vous de choisir votre écran en direct ou en replay, puisque le rendez-vous c'est où vous voulez et quand vous voulez. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite. Ciao.